Bonjour. Dans la présentation précédente concernant la classification des grammaires formelles, nous avons vu ensemble deux classes, à savoir la classe des grammaires de type 3 ainsi que la classe des grammaires de type 2. Dans cette présentation, nous verrons ensemble les deux autres classes, à savoir les classes de type A et de type 0. Alors maintenant, on va voir les grammaires de type 1, la troisième classe de langage. Donc, on dira qu'une grammaire G égale TNSP est de type 1 si et seulement si elle est soit à contexte lié, soit monotone. Donc, dans un premier temps, on va voir c'est quoi une grammaire. Alors, on va voir les grammaires à contexte lié. On dira qu'une grammaire est à contexte lié si toutes les règles de production sont de la forme alpha, grand A, bêta. Alors, c'est quoi alpha? C'est quoi bêta? C'est quoi A? Alors, alpha, bêta, c'est des éléments de T union en étoile, c'est-à-dire c'est une séquence quelconque de terminaux et non terminaux. Donc, c'est un mélange quelconque de symboles de terminaux et de non terminaux. A, c'est un non terminal. Alors, que représente alpha et bêta par rapport à A? Alors, alpha, c'est tout simplement le contexte gauche de A. C'est la séquence de symboles qui peut se trouver à gauche de A. Et bêta, c'est le contexte droit de A. C'est la séquence de symboles qui peut se trouver à droite de A. Alors, que veut dire cette règle-là? Alors, cette règle-là, on va la relire. Alpha grand A bêta peut être remplacé par alpha oméga bêta. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est le grand A qui a été remplacé par oméga. Alors, le sens de cette règle-là veut dire que lorsque grand A se trouve dans le contexte alpha et bêta, c'est-à-dire lorsque à gauche de A, vous avez la séquence alpha et qu'à droite de A, vous avez la séquence de bêta, ben, vous pouvez remplacer grand A par oméga. Alors, oméga, notons que oméga, c'est l'élément de T union n+, c'est-à-dire c'est une séquence quelconque de terminaux et de non-terminaux, mais qui ne doit pas être vide, donc différente du mot vide. Alors, en plus de la forme de ces règles-là, on a une contrainte sur le mot vide. Je ne vais pas m'attarder sur cette contrainte-là. Je vais l'énoncer. Donc, la contrainte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que seul l'axiome peut générer le mot vide. C'est-à-dire, si dans votre grammaire, vous avez plusieurs noms terminaux, il n'y a que l'axiome qui peut donner le mot vide, qui peut générer le mot vide. Alors, dans le cas où l'axiome donne epsilon, alors, dans ce cas précis, il ne faudrait pas que l'axiome apparaît, il faudrait qu'il n'apparaît dans aucun membre d'une règle. Donc, il ne faudrait pas que l'axiome apparaît à droite. Voilà en ce qui concerne la forme des règles et la contrainte du mot vide des grammaires à contexte lié. Maintenant, on va voir la différence entre les grammaires à contexte lié et les grammaires à contexte libre. Alors, dans une grammaire à contexte libre, on vient de voir la règle, que les règles sont de la forme alpha grand A bêta donne alpha oméga bêta. Et que cette règle-là, son sens, ça veut dire quoi? Une interprétation de cette règle-là, c'est que le non terminal grand A est remplacé par oméga si son contexte gauche est alpha et son contexte droit est bêta. Donc A, je le remplace par oméga dans un contexte bien précis. Tout dépend de ce qui peut se trouver à gauche et à droite de ce non terminal. Dans une grammaire à contexte libre, par contre, les règles, elles sont de la forme A donne alpha. Donc, le nom terminal A peut être remplacé par la séquence de symboles alpha, indépendamment du contexte. Donc, on ne va pas regarder. Donc, ici, il n'y a rien, c'est epsilon. À droite, c'est epsilon. Donc, indépendamment du contexte. Donc, A est remplacé par alpha, indépendamment de ce qui peut se trouver à gauche de A et ce qui peut se trouver à droite de A. Donc, le nom terminal A peut être remplacé par alpha, indépendamment du contexte où se trouve grand A. Alors maintenant, on considère cette grammaire-là, dans laquelle on a trois terminaux, petit a, petit b, petit c, quatre non-terminaux, S, H, B et C, S étant l'axiome, et cet ensemble de règles. Alors cette grammaire-là, c'est une grammaire qui est à contexte lié. On peut le vérifier. Hein. Par exemple, ici, S peut être remplacé par SBC ou ABC. Donc là, le contexte
gauche c'est epsilon et le contexte droit c'est epsilon, ça veut dire qu'on peut remplacer S indépendamment du contexte. Par contre ici, hein, lorsqu'on regarde cette règle-là, on a CB peut être remplacé par HB. Et donc là, si on regarde de plus près, on voit que C est remplacé par H dans le contexte droit et B. Le contexte gauche est epsilon, donc ça veut dire que le contexte gauche n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le contexte droit. Lorsque le contexte droit est grand B, on peut remplacer C par H. Alors, pour cette règle-là, vous avez HB donne HC. Donc là, c'est B qui est remplacé par C. Si le contexte droit est plutôt gauche, le contexte gauche est H, le contexte droit n'a pas d'importance puisqu'ici c'est epsilon. D'accord. Alors, je prends une règle à ce niveau-là. Vous avez petit b, grand B, peut être remplacé par petit b, petit b. Alors, là c'est grand B, peut être remplacé par petit b dans le contexte gauche de grand B, c'est petit b. Le contexte droit, c'est epsilon. Donc, le contexte droit n'a pas d'importance. Donc, on va juste regarder le contexte gauche de grand B. Donc, lorsque le contexte gauche de grand B est petit b, on peut le remplacer par petit b. Alors, si on regarde encore cette règle-là, c'est on remplace grand B par petit b lorsque le contexte gauche est un petit a. Donc, si on fusionne ces deux règles-là, ça veut dire que grand B peut être remplacé par petit b dans deux cas seulement. C'est lorsque son contexte gauche est un petit a ou lorsque son contexte gauche est un petit b. Voilà, donc cette grammaire-là, c'est une grammaire à contexte lié. Maintenant, on a dit qu'une grammaire est du type 1 si elle est à contexte lié ou bien monotone. Alors, c'est quoi une grammaire monotone? Une grammaire est monotone si toutes les règles sont de la forme alpha donne bêta avec longueur de alpha. Alors, longueur de alpha, c'est le nombre de symboles de alpha est inférieur ou égal à la longueur de bêta. Donc, le nombre de symboles de alpha est plus petit ou égal au nombre de symboles de bêta avec la contrainte du mot vide, la même restriction du mot vide que pour les grammaires à contexte lié. Alors, la caractéristique des grammaires monotones, c'est que lorsqu'on fait des dérivations, la longueur du mot ne peut pas diminuer, elle ne fait que croître ou rester constante. D'accord? Donc, la longueur du mot obtenue après chaque dérivation ne peut jamais décroître. Alors, maintenant, on va voir un exemple de grammaire monotone. Un exemple de grammaire monotone. Donc, cette grammaire-là contient trois terminaux, petit a, petit b, petit c, trois non-terminaux, grand S, grand R, grand Q, et S étant l'axiome, et P cet ensemble de règles. Alors, il suffit de comparer pour voir si la grammaire est monotone, il suffit de comparer le nombre de symboles du membre gauche par rapport au nombre de symboles du membre droit. Donc ici, le nombre de symboles du membre gauche, c'est 1, là c'est 3, donc c'est inférieur, là c'est 3, c'est inférieur. S donne epsilon, c'est la restriction. Donc là, c'est... Maintenant, pour cette règle-là, pour ces règles-là, donc le membre gauche, c'est 1, ici c'est 3, ici c'est 2. Là, c'est 2 et là, c'est 2, donc c'est égal. Là, c'est 3 et là, c'est 4. Donc, dans toutes les règles, mis à part bien sûr S donne epsilon, on a la longueur du membre gauche est inférieure ou égale à la nombre de symboles du membre droit. Donc, cette grammaire, elle est monotone. Donc, l'axiome S génère le mot vide, il n'apparaît pas à droite. Hein. Donc, on peut remarquer que l'axiome génère le mot vide et dans aucun membre droit. Hein, dans aucun membre droit, nous avons S. Donc, il n'y a pas S dans tous les membres droits ici. Maintenant, les grammaires de type 0. On va voir la dernière classe. C'est les grammaires de type 0. On les appelle les grammaires générales ou les grammaires sans restriction. Donc là, il n'y a pas de contrainte. Si la forme des règles de production ne fait l'objet d'aucune restriction. Il n'y a aucune contrainte sur le membre gauche, il n'y a aucune contrainte sur le membre droit. La seule contrainte sur le membre gauche, c'est celle qui correspond à la définition générale des grammaires, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un nom terminal à gauche, c'est tout. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ces différentes classes ne sont pas indépendantes les unes des autres. On a une hiérarchie de grammaires. Donc, on a les grammaires de type 3 qui est inclus strictement dans les grammaires de type 2, qui est inclus strictement dans les grammaires de type 1, inclus strictement dans les grammaires de type 0.
Donc, la plus petite classe, c'est les grammaires régulières. Après, on a les grammaires algébriques. Après, on a les grammaires contextuelles. Après, on a les grammaires générales. Et l'inclusion, elle est stricte, c'est-à-dire qu'on peut trouver des grammaires qui sont de type 2 qui ne sont pas de type 3, des grammaires de type 1 qui ne sont pas de type 2, et des grammaires de type 0 qui ne sont pas de type 1. Maintenant, pour une grammaire donnée, lorsqu'on a une grammaire donnée, lorsqu'on veut connaître son type, qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme information? On voudrait avoir le plus petit type au sens de l'inclusion. Parce que si vous regardez cette hiérarchie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute grammaire, elle est de type 0. Donc, je ne vais pas dire que si je donne une grammaire, je ne vais pas dire que voilà, cette grammaire est de type 0, alors qu'a priori, elle peut être soit de type 3, soit de type 2, soit de type 1. Donc, je cherche le plus petit type au sens de l'inclusion. Donc, on va voir ça avec... la question qu'on se pose maintenant, quel est le type de la grammaire suivante? Donc, notre grammaire contient deux noms terminaux, SCA, et deux terminaux, A et B. Alors, je remarque que à gauche, j'ai un seul nom terminal, donc ici S et ici grand A. Donc, je peux affirmer que cette grammaire, qu'elle est de type 2, car toutes les règles sont de la forme A donne alpha avec A appartenant à n, c'est-à-dire A, c'est un nom terminal, peu importe ce qu'il y a à droite. Maintenant, il s'avère que cette grammaire aussi, elle est de type 3, parce que si j'analyse bien mes règles, je vois ici, par exemple, que le nom terminal apparaît à droite, qu'ici aussi, dans le cas oméga c'est epsilon. Dans cette règle-là, le nom terminal, il est à droite. Et ici, vous n'avez pas de nom terminal. Donc, c'est une suite de terminaux, c'est un mot de T étoile. Donc, cette grammaire-là, elle est de type 3, car elle est régulière à droite. Toutes les règles sont de la forme A donne oméga B ou A donne oméga avec A et B appartenant à N et oméga appartenant à T étoile. Donc moi, quand on me pose la question quel est le type de la grammaire, je vais répondre qu'elle est de type 3. Donc on dira qu'elle est de type 3. C'est le plus petit type au sens de l'inclusion. C'est ce type-là qui nous intéresse comme information. Alors, de façon générale, lorsque je veux connaître le type d'une grammaire G donnée, on doit vérifier dans l'ordre. Dans un premier temps, si elle est de type 3, donc si oui, on donne la réponse et on s'arrête. Sinon, on va vérifier si elle est de type 2. Si oui, on donne la réponse et on s'arrête. Sinon, on doit vérifier si elle est de type 1. On donne la réponse et on s'arrête. Sinon, on va affirmer qu'elle est de type 0. Donc, vous remarquez qu'on est parti du plus petit type qui est le type 3 pour éventuellement arriver vers le plus grand type qui est le type 0 et ce au sens de l'inclusion. Donc, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.